Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20, l'information régionale, nationale et internationale sur France 3 jusqu'à 20h. Dans les Alpes, la canicule fait bien partie des murs. Se désaltérer est incontournable pour supporter les fortes chaleurs. Une de nos équipes est allée boire à la source de l'eau d'Évian, la fameuse source Cachat en Haute-Savoie. Il fait désormais partie des espèces protégées en Savoie. Le renard ne pourra plus être chassé. Il ne fait plus partie de la catégorie des nuisibles. Les chasseurs, bien sûr, font grise mine. En Savoie, toujours, nous irons à la rencontre d'une association qui tente de redonner vie au train à crémaillère qui emmenait les voyageurs d'Aix-les-Bains au Mont-Revard au siècle dernier. Ce monument du patrimoine a ouvert la voie du tourisme de masse vers la montagne. Dans l'édition nationale de 19h30, Carole Gessler reviendra bien sûr sur la canicule. 47 départements sont ce soir en vigilance orange. Atmosphère étouffante dans de nombreuses villes. Reportage à Paris où on a battu le record de 2003. À ce stade, la situation est sous contrôle. Aucune tension dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Mais le gouvernement appelle à la solidarité pour tous pour être attentif aux personnes les plus fragiles. Et puis les allocations familiales désormais calculées en fonction du revenu des familles. C'est l'un des nombreux changements de ce 1er juillet. Les oreillettes sont également bannies en voiture, à scooter et à vélo. Mais tout de suite, nous allons revenir sur les suites de l'enquête de Saint-Quentin-Fallavier. Sachez que la mère de Younes Sébastien, le djihadiste qui a reçu le selfie envoyé par Yacine Sali, a témoigné en confirmant un texto de son fils lui disant « Je suis une des causes dans ce qu'il a fait », propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Et puis 900 personnes ont arpenté les rues de Fontaine-sur-Saône en mémoire à Hervé Cornara. C'était hier en fin d'après-midi. Ce chef d'entreprise retrouvé mort et décapité sur le site de l'entreprise Air Product. La manifestation a également traversé le quartier des Mariniers où vivait la victime et sa famille. Reportage de Valérie Benet et Sandra Méallier. En tête de cortège, accablés par le chagrin, l'épouse et le fils d'Hervé Cornara. À leur côté, derrière eux, des centaines de personnes, élus, voisins de ce quartier des Marronniers et bien d'autres, pour les aider à porter leur douleur, les soutenir dans l'épreuve. Pour faire voir qu'on est avec eux, qu'Hervé ne méritait pas ça, qu'on veut soutenir sa femme, qu'on veut soutenir Laurence, qu'on veut soutenir Kevin, que voilà, c'est pas normal ce qui est arrivé. Pour sa femme et son fils, c'est très important. Et pour nous, qu'il n'est pas parti pour rien. Une longue marche silencieuse où étaient seulement brandis les mots « plus jamais ça ». Je crois qu'il faut être solidaire dans ces cas-là. On ne peut pas laisser passer ça sous silence. Une famille détruite. Arrivés au square de la Cité, seuls les élus et représentants de l'État ont pris la parole. Ces circonstances. Nous sommes tous indignés et touchés au plus profond de nous-mêmes par les circonstances de sa mort. L'émotion de ces derniers jours doit laisser la place aux souvenirs. Nos pensées vont vers ses proches. Je prends part à leur peine et je les assure de mon soutien et de celui de la nation tout entière. 4 jours après l'horrible drame qui n'a laissé personne indifférent, c'est dans une émouvante marseillaise entonnée par la foule que s'est conclu ce rassemblement. Justice sans surprise. Le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire d'Erail, cette agence régionale censée promouvoir les entreprises de Rhône-Alpes à l'étranger. Une 50aine de salariés vont être licenciés. 3 filiales d'Erail à l'étranger seront reprises par un groupe privé lyonnais, celles qui sont installées en Chine, au Maroc et à Dubaï. Coup de projecteur maintenant sur une petite entreprise artisanale. Stéphanie Alternat, sa créatrice, a une formation d'ingénieur en microbiologie, mais par passion, elle a décidé de devenir brasseur de bière. Son entreprise est installée à Annecy, en Haute-Savoie. Bernard Portugal et Christian Mathieu. C'est un petit local discret au fond d'une arrière-cour, un endroit dans lequel passion rime avec ébullition. Ici, au milieu des cuves en inox et à la lumière des néons, Stéphanie conçoit ses propres bières depuis près de 5 ans. C'est une recette simple. Aujourd'hui, on fait
On va utiliser 2 maltes. Ce qui est plaisant, c'est l'aspect création. En fait, on est un peu comme un cuisinier. Hein. C'est-à-dire qu'on prend plaisir à réfléchir presque comme un plat, quoi, à imaginer le goût de la bière, ce qu'elle va nous donner comme sensation, comme odeur. Et puis après, on va aller chercher dans les maltes, justement, pour retrouver ce qu'on a envie de donner à cette bière. Et tout doucement, faire naître une recette, quoi. C'est de la cuisine. De l'eau, du malt, de la levure et du houblon. La fabrication de la bière n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Un art ancestral pour une gestuelle de précision. On est vraiment dans le brassage à la main. Mais c'est aussi le plaisir en fait de faire ce geste, de voir la transformation aussi des grains se faire. Voilà, l'amidon est en train de disparaître, le sucre en train d'apparaître, donc les odeurs aussi qu'on respire, c'est tout le plaisir de brasser, quoi. Brassage, fermentation, filtration. Pour concevoir une bière, le chemin est long. 15 à 20 jours en moyenne pour arriver à ses fins. Une école d'humilité et de patience. Il y a une part de mystère aussi parce qu'il y a toujours la magie qui va se passer pendant la fermentation, la chimie qui va se passer aussi. Et donc on peut avoir des très belles surprises. Et puis après, c'est le plaisir de partager, quoi. Aujourd'hui, Stéphanie fabrique une centaine de litres de bière par semaine. Une production encore insuffisante pour vivre de sa passion. Alors pour rajouter des cordes à son arc, elle a créé un bar associatif dans lequel elle vend toutes les bières artisanales de la région et aussi des ateliers de formation au brassage. Elle coule, elle aussi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an à 11,6 degrés. L'eau de la source Cachat, plus connue sous le nom de l'eau d'Évian. C'est 7 millions de bouteilles qui sortent des usines chaque jour. C'est payant, bien sûr, à moins d'aller à la source même où l'eau est gratuite. Ingrid Pernet-Duperc et Serge Vorette ont fait le déplacement. Nous avons une bouteille pour prendre l'eau. Elle est très connue en Chine, très populaire. C'est cool, très rafraîchissant. C'est un peu le pèlerinage. On vient ici se rafraîchir, goûter l'eau ou juste prendre un cliché pour dire j'y étais. Et on vient de loin, de Chine, de New York ou d'Évian, comme ces porteuses d'eau habituées des lieux. 2 fois par semaine. Ah oui, on est habitué. Toute l'année? Ah oui, tout le temps. Hiver comme été, tout le temps. Celle-ci, elle est fraîche. Et puis, je sais pas, c'est au goût. La plupart des autres bouteilles, enfin, des autres eaux sont différentes. Je sais pas trop comment dire. 25 litres pour ces dames, quelques réserves gratuites pour ces grosses chaleurs qui préoccupent la centaine d'experts réunis à quelques mètres d'ici pour le congrès annuel mondial de l'hydratation. 50% des Français boivent moins d'1,5 litre par jour, une consommation inférieure aux recommandations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Une déshydratation modérée, c'est une fatigue, une nervosité plus grande, une moindre capacité à réfléchir ou à se concentrer. Et c'est déjà le début d'une agression métabolique au sens du bien-être. Moi, j'ai élevé ma fille à la source Cachat, donc ça me fait beaucoup de souvenirs, ça, ouais. Elle est en forme? Et la voilà. La buvette de la source Cachat, c'est aussi le lieu des souvenirs et des légendes. Il y a bien longtemps, le baron de La Rochette avait une riche fille, et jolie. Elle s'appelait Béatrix. Et toujours à propos d'eau, Chambéry retrouve ses 400 culs. La 4e et dernière tête d'éléphant de la célèbre fontaine du centre-ville a été fixée aujourd'hui. Après restauration, bien sûr, le troupeau est à nouveau réuni pour de longues années et pour le bonheur des Chambériens et des touristes également. Lui n'a pas toujours bonne réputation, mais en Savoie, le renard n'est plus considéré comme nuisible à compter d'aujourd'hui. La Savoie et la Corse sont les 2 seuls départements français à avoir pris cette décision. Les associations de défense de la nature s'en réjouissent, les chasseurs un peu moins. Le renard, ce petit canidé très présent dans nos campagnes, mais aussi parfois dans nos villes, n'est plus considéré désormais comme un nuisible en Savoie. Concrètement, les chasseurs ne pourront le tirer que durant les périodes de chasse. Les chasseurs regrettent un petit peu cette position dans la mesure où le renard est de temps en temps un animal qui pose des problèmes réellement et que jusqu'à présent ils avaient la possibilité d'intervenir rapidement pour régler un problème local. Et donc en cas de grande population de renards, eh bien, on aura moins de facilité d'intervention rapide pour gérer cet équilibre ou ces déséquilibres.
Rusé et intelligent, le renard est un prédateur opportuniste. Il lui arrive donc parfois de venir chaparder dans les basses-cours, ce qui nuit, il est vrai, grandement à sa réputation. Cet agriculteur installé près de Chambéry a reçu sa visite récemment. Résultat, 45 poules tuées en quelques minutes. C'est vrai qu'il faut des renards justement pour les problèmes des mulots et tout, mais c'est comme toute bête sauvage, il faut arriver à les réguler. Le problème dans nos secteurs, c'est qu'on a de moins en moins de chasseurs. Et ça va devenir un problème pour les années à venir. Nous, on est à la merci de ces bêtes, puisque en l'espace d'une soirée, vous bousillez tous vos cheptels, quoi. Parole désormais à la défense. Les associations de protection de la nature, qui sont les meilleurs avocats du Goupil, sont ravis qu'il soit enfin réhabilité en Savoie. Pour elles, le renard est un acteur précieux de la chaîne alimentaire et joue donc un rôle indispensable dans l'écosystème. Sa nourriture de base, ce sont les petits rongeurs, campagnols et mulots. Et là, il va contribuer à contenir les effectifs de ces petits rongeurs qui peuvent créer soit des dégâts aux prairies ou d'autres campagnols ou mulots qui se nourrissent de céréales. Donc là, il va plutôt contribuer à diminuer ces prélèvements. Donc c'est positif. Chaque année en Savoie, 1500 renards environ sont prélevés par les chasseurs et ce chiffre va donc baisser considérablement. Mais les défenseurs de la faune le garantissent, aucune prolifération de l'espèce n'est à craindre. Les associations de sauvegarde de la nature espèrent d'ailleurs que la décision prise en Savoie fera boule de neige dans d'autres départements français dès l'an prochain. Et voici maintenant le premier épisode d'une série de 3 volets sur la montée en alpage des troupeaux de brebis. Chaque été, des dizaines de milliers de bêtes quittent la Provence pour aller chercher la fraîcheur dans la réserve des hauts plateaux du Vercors. Une demi-douzaine de bergers vivent là-haut durant 3 mois. Jean-Christophe Pain et Dominique Sommet ont accompagné l'un d'entre eux lors de sa montée en estive. Le col du Rousset, au matin du 22 juin. Cet été, Gérard doit mener 1800 brebis sur les hauts plateaux du Vercors. 4 mois là-haut, seul, avec le troupeau. Gérard, sa chèvre et ses chiens montrent le chemin en ce premier jour d'estive. Ah ben oui, tu leur donnes le biais. Tu leur donnes le biais, et puis après, les Biola le connaissent. Hein. Regarde, ils vont seuls. Hein. Ça te fait, hein. Tu sais, elles languissent, tu les lâcherais en bas, elles viennent ici. Hein. Elles montent. Hein. Ne se trompe pas. Viens là, viens. Viens là, mon bibi, viens là. Couchez, vous faites peur. Il y a Bismuth et Paul. Paul et Bismuth sont des béliers castrés, nourris au grain. Ils viennent vous manger dans la main. Des points de repère pour surveiller le troupeau. Ça, c'est comme les boucs ou les chèvres, quand il t'en manque. S'il te manque un bouc, il n'est jamais tout seul. Hein. Il y a des brebis avec. Hein. Gérard a de l'expérience. Il fait le berger depuis déjà une quinzaine d'années. Tu es aveugle? Non, je n'ai pas monté. C'est l'âge de Ludivine, sa petite fille, et de Souria, sa chèvre domestique. Elle est née là, je l'avais trouvée sous une racine. Elle était comme ça. Puis elle élevée au biberon et voilà. Et puis elle est restée avec moi tout le temps. Du coup elle va pas dans le troupeau elle hein? Regarde. Elle fait à part. Souria, la chèvre, le sait bien, les brebis aussi. La meilleure herbe du plateau, c'est par ici, aux abords de la cabane de Prépéré. Mais là, le premier jour, je vais les parquer. Je ne les parquerai pas, elles vont s'arrêter à un moment ou à un autre dans un endroit où il fait frais. Au mois d'août, elles couchent là-haut, au rocher du parquet là-haut. Ouais. Tu vois, elles couchent là-haut, là-haut, elles sont libres. Gérard dispose d'1 millier d'hectares jusqu'au pied du Grand Vémont. Tout au long de l'été, le troupeau va monter vers le sommet. Mais rien ne presse. Au menu des 15 premiers jours, l'herbe la plus fraîche. Tu parlais de la butte à côté de la cabane? Ah non, non, pas encore là-haut, oh là là. Tu les mets à la fin là-haut? Oui, oui. Il y a de l'herbe jusqu'aux genoux. Oui. Pour cette première nuit à la montagne, Gérard choisit soigneusement le terrain. Emplacement ombragé et vue panoramique. Mais au confort et à la sécurité, le troupeau, lui, semble préférer la liberté. Demain, nous découvrirons la cabane, que dis-je, le château de Gérard, la bergerie de Père Rouge, au cœur
des hauts plateaux du Vercors. C'est noté, Jean-Christophe Pain. À demain. C'était un chemin de fer mythique créé à la fin du 19e siècle et aujourd'hui disparu. En 45 ans d'exploitation, le train à crémaillère du Revard a transporté des centaines de milliers de voyageurs d'Aix-les-Bains au Mont-Revard. Depuis quelques années, une association locale œuvre pour faire revivre ce patrimoine qui a ouvert la voie du tourisme de masse vers la montagne. Cédric Picot, Didier Albrand. C'est toi le guide. Allez. Alors la vapeur, la cocotte minute, comment elle marche? Ils ne sont pas peu fiers du résultat. Grâce à ces passionnés, cette motrice de 19 tonnes a retrouvé l'éclat du neuf. Jadis utilisée sur les flancs du Mont-Revard, ce type de machine à crémaillère pouvait gravir 1000 mètres de dénivelé avec 60 passagers en moins d'une heure, tout ça grâce à la vapeur. Le but de la machine à vapeur, c'est d'utiliser justement la pression de celle-ci pour permettre le fonctionnement. Voilà. Et là, cette machine, elle a une particularité, c'est qu'elle a une chaudière oblique qui est pour permettre justement d'augmenter son rendement. Taillée pour la pente, cette motrice vient de la gare du Mont-en-Vert à Chamonix. C'est la cousine des premiers trains utilisés sur le Mont-Revard il y a plus de 100 ans. En 2013, les membres de l'association ont organisé son périple jusqu'aux environs d'Aix-les-Bains. Ils l'ont placé devant la gare de Mouxy, sur le tracé de l'ancienne ligne. Il leur a fallu ensuite 2 ans pour remettre la machine en état. Le problème, c'est ça, c'est que l'intérieur est complètement rouillé. Donc on s'est polarisé, on s'est attaché à lui donner une belle apparence, mais sans en permettre le fonctionnement, parce que ce n'était pas possible, on n'en avait pas les moyens. L'association pour le tourisme et la culture autour de la crémaillère, c'est 180 membres et sponsors qui veulent faire revivre le souvenir du train du Revard. En moins de 10 ans, à Mouxy, ils ont installé des rails sur l'ancien tracé et ramené sur place une locomotive. Ils ont même reconstruit à l'identique l'une des 5 gares du parcours. Chaque année, des centaines de personnes viennent découvrir ce lieu dédié à la naissance du tourisme ferroviaire en montagne. L'histoire a commencé dans les années 1870 aux États-Unis, s'est prolongée en Suisse et puis ensuite en France où on a eu quand même quelques réseaux à crémaillère dont il subsiste encore des exemplaires sur le Mont Blanc, sur les Pyrénées et puis le tout nouveau train à crémaillère du Puy-de-Dôme qui a été lui rénové récemment, il y a 2 ans. Détrôné par un téléphérique, le petit train du Revard a finalement disparu avant la Deuxième Guerre mondiale. Curistes ou skieurs, en 45 ans d'exploitation, des centaines de milliers de passagers ont emprunté cette ligne depuis Aix-les-Bains. Aujourd'hui, les rails ont disparu, mais pas le tracé de 9 km. Les tunnels et le grand viaduc sont encore en état. Certains y verraient bien passer à nouveau un train. J'aimerais bien réentendre la locomotive siffler le long du Revard, oui c'est sûr. Mais disons que ça c'est un autre projet qui coûte plus cher, qui demande beaucoup de conviction, que les élus, que beaucoup de participants mettent la main à la poche. Et donc ça c'est une autre affaire. Prochain projet de l'association, agrémenter de son et de lumière la locomotive à crémaillère. De quoi rendre le souvenir du train du Revard encore plus vivant et offrir aux visiteurs un voyage dans le temps. Et quelques années avant le tourisme de masse dans les Alpes, l'Alpine Club rayonnait sur les sommets. Très british, le plus ancien des clubs alpins a contribué à l'essor de l'âge d'or de l'alpinisme au XIXe siècle. Une partie de ses œuvres est pour la première fois exposée outre-Manche au musée alpin de Chamonix. Reportage Johan Etienne et Christian Mathieu. Des trésors exposés pour la première fois ici à Chamonix, berceau de l'alpinisme. Des gravures, des peintures qui témoignent d'un âge d'or situé entre les années 1854 et 1865. Une période durant laquelle la majorité des sommets de plus de 4000 mètres sont vaincus dans les Alpes. Les pionniers de cette période, c'était les Britanniques qui avaient déjà beaucoup entendu parler des Alpes et qui trouvaient un terrain de découverte et d'aventure qui les a beaucoup inspirés.
Des œuvres réalisées par des artistes et des écrivains britanniques membres de l'Alpine Club. Dès sa création, ce club fondé à Londres entend développer une connaissance plus approfondie de la montagne grâce aux arts et à la littérature. Un des buts de l'Alpine Club, c'était de faire connaître la montagne et de partager ses connaissances avec les alpinistes anglais. Et donc c'est vrai que d'avoir des œuvres comme ça au sein de l'Alpine Club, ça permettait à des gens qui n'étaient jamais allés dans tel ou tel massif de le voir, de le connaître et de le reconnaître. Chaque membre de l'Alpine Club était ainsi encouragé à décrire ses ascensions et à immortaliser les paysages alpins à l'image d'Edward Whymper, l'une des figures emblématiques de cet âge d'or. Ce graveur britannique est le premier à avoir vaincu le Cervin en 1865, un sommet sublimé dans cette toile du peintre Gabriel Lopé. C'est le Cervin, le sommet emblématique de cet âge d'or de l'alpinisme qui a été vaincu en 1865. Alors on dit que c'est à la fois la fin de l'âge d'or parce qu'il y a eu cet accident à la descente, mais c'est aussi le début d'un autre âge d'or, c'est-à-dire l'alpinisme des grandes faces et des grandes arêtes qui s'est prolongé jusqu'au milieu du XXe siècle. Ces œuvres témoignent d'une époque emblématique qui a ouvert la voie aux alpinistes contemporains, héritiers d'un style alpin initié il y a 150 ans, ici, dans les Alpes. Football, petite lueur d'espoir pour Évian-Thonon-Gaillard. La chance est maigre, mais elle existe pour que le club soit repêché en Ligue 1 la saison prochaine. En cause, les finances de Bastia et Troyes, remises en question par la DNCG, le gendarme financier du football, qui a décidé de rétrograder le club corse et de suspendre la montée de Troyes en Ligue 1. Affaire à suivre de très près. Sport toujours avec la nomination de Renaud Ferrand à la présidence du CSBJ, le club de rugby de Bourgoin-Jallieu. Profil atypique, cet énarque haut fonctionnaire au ministère de la Défense remplace Martial Magnier, président démissionnaire. Toutes les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Et puis ce week-end, c'est la grande boucle qui va faire son show. Départ d'Utrecht aux Pays-Bas samedi, arrivée dans les Alpes le 21 juillet pour 4 jours. Le Tour de France qui se prépare dans les moindres détails plusieurs mois à l'avance avec un personnage clé qui a plus d'un tour dans son sac, vous allez voir, Jean-Louis Pagès. Parce que regardez, moi, tout est basé sur des... Moi j'ai un plan, j'ai un beau plan à vous faire. Non mais ça, ne vous moquez pas de moi parce que pas du tout, c'est très le bien. Tour de France se prépare comme ça. Nous sommes en plein mois de mars devant l'aéroport de Grenoble. C'est d'ici que vont s'envoler les coureurs du Tour. Le 26 juillet prochain, direction Paris, et la dernière étape sur les Champs-Élysées. En scène, Jean-Louis Pagès, 32 ans de métier. Nous, de notre côté organisation, qu'on soit clair, on n'est pas là pour perturber quoi que ce soit dans le fonctionnement de l'aéroport, même si... Jean-Louis Pagès travaille pour l'organisation du Tour. Tout est noté, dessiné puis cartographié. Il est en quelque sorte l'architecte du Tour de France. Oui, c'est un peu ça, oui. On dessine, on prévoit. La belle satisfaction, c'est quand ça se déroule au mieux. Le Tour, c'est 3360 km, 21 étapes à superviser. Ça fait de belles journées. D'ailleurs, celle-ci n'est pas terminée. Nouvelle réunion, au sommet de l'Alpe d'Huez cette fois-ci. Préfecture, région, département, mairie, police, pompiers, gendarmerie. Un tour, c'est 2 ans de préparation. Et dans toute la France, plus d'une centaine de réunions comme celle-ci. Là, nous allons acheminer le maillot jaune à la salle de presse. Tu es là, tu viens là. J'ai été embauché au Tour de France parce que mon compas faisait 1 mètre. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Là aussi, tout est millimétré façon Jean-Louis. 8, 9. OK. Dans ce gymnase, le futur vainqueur du Tour de France donnera une conférence de presse devant des centaines de journalistes. Le jour J, tout doit se dérouler comme sur le papier. Car forcément, en plein mois de mars, c'est difficile à imaginer. Mais ici, en plein cœur de l'été, le Tour va peut-être se jouer à l'issue de ces fameux lacets. Quelques notes de musique avant d'envisager de refermer ce journal avec la venue hier soir d'un géant du jazz, le bassiste Marcus Miller, accompagné par l'Orchestre national de Lyon. Ce monstre sacré a émerveillé le public du théâtre antique. Écoutez avec quelle note ?
Voilà, Marcus Miller, hier soir à Vienne et ce soir le Théâtre Antique accueille Malted Milk et Tony Green, puis Maceo Parker, un autre grand nom du jazz. On termine avec cette dernière information qui concerne le voyage de François Hollande à Lyon pour le sommet Climat et Territoire. Le chef de l'État en a profité pour rencontrer les pompiers de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Chef de l'État qui n'a pas manqué de souligner leur courage pour avoir maîtrisé Yassine Sali, le terroriste et meurtrier qui a tenté de faire exploser l'usine Air Production de Saint-Quentin vendredi dernier. Et puis un rappel de titre qui nous concerne tous à propos de la canicule. Elle coule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. L'eau de la source Cachat, plus connue sous le nom d'eau d'Évian, est disponible. Il suffit de marcher un petit peu, d'aller en montagne. Mais c'est gratuit, vous pouvez la goûter. Ingrid Pernet et Serge Vorette ont fait le déplacement pour nous tout à l'heure. On vient de Montpellier pour voir... Voilà pour cette édition régionale. Dans un instant, les prévisions météo. On va encore parler de canicule. Puis l'édition nationale qui reviendra également sur la canicule et les précautions à prendre. Très bonne soirée à vous.